Dans la nuit du 17 juin 2019, Mackenzie Lueck venait de rentrer à Salt Lake City après avoir assisté aux funérailles de sa grand-mère en Californie. À 2h40 du matin, elle a pris un Lyft, un service de transport par application similaire à Uber, avec pour destination l'aéroport international de Salt Lake City. Ce qui semblait n'être qu'une autre course de covoiturage allait devenir le premier acte d'une tragédie. Pendant le trajet, Mackenzie échangeait des messages sur son téléphone. Le chauffeur Lyft a remarqué qu'elle semblait calme, tapant sur son téléphone comme n'importe quelle jeune personne le ferait. Sa destination choisie attirait l'attention, Hatch Park, un lieu isolé à North Salt Lake, à environ 20 minutes de l'aéroport. À 2h59 du matin, le chauffeur Lyft l'a déposé au parc. Il a été témoin de quelque chose qui serait plus tard crucial pour l'enquête. Mackenzie a été accueillie par un véhicule sombre, apparemment une Subaru. Elle semblait connaître la personne, car elle est entrée dans la voiture sans hésitation. Le chauffeur Lyft a observé une brève salutation entre eux, rien qui ne semblait suspect à ce moment-là. Ce serait la dernière fois que Mackenzie serait vue vivante. Ses derniers messages textes, son dernier trajet en Lyft et sa dernière rencontre dans ce parc sombre deviendraient des éléments clés d'un puzzle macabre que la police mettrait des jours à résoudre. Ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est que cette rencontre apparemment fortuite avait été méticuleusement planifiée via un site de rencontre, où Mackenzie avait rencontré un homme qui se présentait comme un prospère professionnel de l'informatique. La réalité derrière cette façade s'avérerait beaucoup plus sombre que quiconque aurait pu l'imaginer. Les caméras de sécurité de l'aéroport ont capturé ces derniers moments de normalité, une jeune femme de 23 ans, habillée de façon décontractée, portant ses bagages après un vol de nuit, sans aucune indication du destin tragique qui l'attendait. Son dernier message à sa mère, « Je t'aime, maman », envoyé à l'atterrissage, deviendrait un adieu douloureux. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les vidéos de cas réels. Ce dernier message texte, « Je t'aime, maman », portait encore plus de poids car il venait de quelqu'un qui avait toujours mis la famille et la compassion en premier. Mackenzie Lueck n'était pas juste une autre étudiante universitaire, elle représentait le type de personne qui faisait la différence partout où elle allait. Née à El Segundo, une banlieue tranquille de Los Angeles, Mackenzie a choisi l'université de l'Utah pour poursuivre ses rêves académiques. En tant qu'étudiante en kinésiologie et pré-soins infirmiers, elle démontrait une dédicace exceptionnelle à ses études, maintenant des notes exemplaires tout en équilibrant une vie universitaire active. Son choix de carrière n'était pas un hasard, il reflétait son désir profond d'aider les autres. Cet esprit altruiste était déjà évident depuis le lycée, où elle a laissé un héritage important. Mackenzie ne se contentait pas de participer aux activités extrascolaires, elle les créait. Son initiative la plus notable fut la fondation d'un club dédié à la sensibilisation au cancer du sein, démontrant une maturité et une conscience sociale au-delà de son âge. À l'université de l'Utah, elle a trouvé sa place dans la sororité Alpha Chi Omega, où elle est rapidement devenue une figure maternelle pour les autres membres. Ses sœurs de sororité la décrivaient comme un mentor naturel, toujours disponible pour offrir des conseils, du soutien ou simplement une épaule amicale. Sa présence dans la sororité était si significative qu'elle était souvent appelée « maman » par les premières années. Avec l'obtention du diplôme prévu pour 2020, Mackenzie n'était qu'à quelques pas de réaliser son rêve de poursuivre une carrière médicale. Ses professeurs la voyaient comme une professionnelle prometteuse, quelqu'un qui combinait la compétence technique avec une véritable préoccupation pour le bien-être des autres. Mais ses rêves et tout son potentiel ont été brutalement interrompus cette nuit de juin lorsqu'elle a disparu à Hatch Park. Le contraste entre la vie vibrante de Mackenzie et son soudain silence ne pouvait pas être plus alarmant. L'étudiante qui était toujours présente, toujours connectée, toujours en train de faire la différence dans la vie des autres, a simplement disparu après cette nuit à Hatch Park. Le premier signal d'alarme est apparu lorsque sa mère, Diana, a essayé de répondre à ce dernier message, « Je t'aime, maman ». Le texte, au lieu d'apparaître dans le bleu familier d'e-message, est passé au vert d'un SMS ordinaire, un signe que l'iPhone de Mackenzie était éteint ou hors de portée. Pour une jeune femme qui était constamment en ligne, ce détail apparemment petit était troublant. Les signes que quelque chose n'allait pas se sont multipliés. Sa voiture, un véhicule qu'elle utilisait quotidiennement pour aller à l'université et au travail, restait intacte dans le garage de sa maison. Les clés, la valise qu'elle avait emportée en Californie, tout était mystérieusement absent, sauf le véhicule. À l'université, son absence a été immédiatement remarquée. Mackenzie, l'étudiante dévouée qui ne manquait jamais les cours, ne s'est pas présentée à un important examen de mi-session. Ses professeurs, habitués à sa participation active, ont signalé son absence.
Au travail, dans l'entreprise de tests biologiques où elle était stagiaire, le même schéma, pas de nouvelles, pas d'avis, pas de Mackenzie. Peut-être que le signe le plus inquiétant est venu de ses relevés bancaires. L'étudiante qui faisait régulièrement de petites transactions, café avant les cours, déjeuner avec des collègues, matériel d'études, n'avait effectué aucun mouvement après avoir payé son dernier trajet en lift. C'était comme si Mackenzie avait simplement disparu de la carte numérique, ne laissant que le silence là où il y avait autrefois tant de vie. Le silence numérique de Mackenzie, au lieu de dissimuler sa disparition, a fini par laisser une trace de preuve que les enquêteurs suivraient méticuleusement. Chaque transaction absente, chaque message sans réponse, est devenu une pièce du puzzle que la police devait assembler avec une urgence croissante. Le premier indice concret est venu des caméras de sécurité de l'aéroport international de Salt Lake City. Les images montraient Mackenzie, habillée de façon décontractée et portant sa valise, montant dans un lift à 2h40 du matin. Elle semblait calme, vérifiant son téléphone en marchant, un geste quotidien qui portait maintenant un poids sinistre. Le chauffeur lift a été rapidement localisé, et son témoignage a apporté des détails cruciaux qui commenceraient à démêler le mystère. Elle semblait calme, a rapporté le chauffeur à la police. Elle envoyait des messages pendant tout le trajet. Quand nous sommes arrivés au parc, elle a fait un commentaire sur le fait qu'il était étrange d'être déposée dans un endroit aussi isolé tard dans la nuit, mais elle ne semblait pas inquiète. Il l'a déposée à Hatch Park à 2h59, où elle a rencontré quelqu'un dans un autre véhicule, un détail qui deviendrait vital pour l'enquête. Les enquêteurs ont plongé dans les relevés téléphoniques de Mackenzie, et c'est là qu'ils ont trouvé l'indice le plus significatif. Dans les heures précédant sa disparition, elle avait échangé 8 messages avec un numéro inconnu. Le contenu de ces messages n'était pas disponible, mais le timing était révélateur, la dernière communication a eu lieu à 2h58 du matin, précisément quand elle arrivait au parc. Plus intriguant encore, entre 2h58 et 2h59 du matin, le téléphone de Mackenzie a complètement cessé de transmettre des données. C'était comme si l'appareil avait été éteint ou détruit au moment exact où elle a rencontré la personne mystérieuse dans le parc. La police a alors fait une découverte troublante grâce à l'analyse de géolocalisation, un autre téléphone portable était présent à Hatch Park exactement au même moment. L'appareil appartenait à quelqu'un qui, jusqu'alors, n'était pas dans le radar de l'enquête, un homme nommé Ayola Ajayi. Le croisement des données a montré que le téléphone d'Ajayi a quitté le parc minutes après le dernier signal du téléphone de Mackenzie. Lorsque les enquêteurs ont commencé à tracer les mouvements d'Ajayi cette nuit-là, un schéma sinistre a commencé à émerger. Son téléphone a suivi un trajet de Hatch Park jusqu'à sa résidence sur Fair Park Avenue, un voyage de seulement quelques minutes. Les caméras de sécurité de la zone ont capturé son véhicule, une Kia sombre, faisant exactement ce trajet. La voiture a été vue arrivant au parc à 2h48 du matin, et partant vers 3h, peu après le départ du lift. Les enquêteurs ont également découvert quelque chose de particulier, les propres caméras de sécurité d'Ajayi, qui enregistraient normalement 24 heures sur 24, étaient mystérieusement éteintes pendant cette période spécifique. C'était un détail qui ne pouvait pas être ignoré, il suggérait une préméditation, un effort conscient pour dissimuler des preuves de ce qui allait se passer. L'équipe d'enquête a commencé à construire une chronologie précise, le vol de Mackenzie atterrissant à 1h35 du matin, elle montant dans le lift à 2h40, arrivant au parc à 2h59, et son téléphone cessant de transmettre des données une minute plus tard. Chaque élément semblait s'intégrer dans un puzzle macabre, pointant vers une rencontre qui avait été soigneusement planifiée. La présence d'Ajayi dans le parc cette nuit-là ne pouvait pas être une simple coïncidence. Les enquêteurs avaient maintenant un suspect principal, mais ce qu'ils trouveraient en suivant cette piste les choquerait même selon les standards d'enquêteurs expérimentés en homicide. Alors que l'enquête s'approfondissait dans le passé d'Ayola Ajayi, un portrait troublant a commencé à émerger. Derrière la façade d'un professionnel de la technologie réussit se cachait une personne avec un historique obscur et des comportements de plus en plus inquiétants. Né au Nigeria en 1988, Ajayi est arrivé aux États-Unis en 2009 avec un visa étudiant pour fréquenter l'Université d'État de l'Utah. Sa trajectoire académique, cependant, était erratique, il a essayé 3 fois de compléter différents cours, mais n'a jamais obtenu son diplôme. En 2014, il a tenté de rejoindre la garde nationale de l'Utah, mais a été renvoyé après quelques mois pour ne pas avoir terminé l'entraînement de base. Malgré ses échecs initiaux, Ajayi a réussi à construire une carrière apparemment respectable dans le secteur technologique. Son profil LinkedIn, plus tard supprimé, vantait des expériences dans des entreprises prestigieuses comme Dell, Goldman Sachs et Microsoft.
Il se présentait comme un spécialiste en informatique, bien que des enquêtes ultérieures soulèveraient des doutes sur la véracité de certaines de ses références. Un des aspects les plus troublants concernant AGI était son travail d'auteur. En 2018, il a publié un livre sur Amazon intitulé « Forge Identity », une histoire fictive sur un adolescent qui assiste à des amis brûlés vifs par une foule violente. Le livre, qu'AGI prétendait être basé sur des événements réels de son passé au Nigeria, révélait une fixation morbide avec la mort par le feu qui prendrait plus tard une signification sinistre. La maison d'AGI sur Fair Park Avenue était une forteresse numérique. Les caméras de sécurité couvraient chaque angle de la propriété, un système qu'il contrôlait obsessionnellement. Plus tard, les enquêteurs découvriraient qu'il enregistrait fréquemment des rencontres intimes sans consentement, mais curieusement, toutes les caméras ont été éteintes la nuit de la disparition de Mackenzie. Peut-être que l'élément le plus troublant est venu à la lumière lorsque Brian Wolf, un entrepreneur local, s'est approché de la police avec une histoire glaçante. Seulement quelques mois avant la disparition de Mackenzie, AGI avait demandé la construction d'une pièce secrète dans son sous-sol. Les spécifications étaient précises et sinistres, des murs insonorisés, une porte cachée avec serrure biométrique et, plus inquiétant encore, des crochets métalliques fixés dans les murs en béton. Lorsqu'il a été interrogé sur le but de la pièce, AGI a offert une explication particulière, il a dit qu'il avait besoin d'un endroit pour cacher des boissons alcoolisées de sa petite amie mormone. L'urgence avec laquelle il voulait que le projet soit terminé et son insistance que l'argent n'était pas un problème ont laissé Wolf si mal à l'aise qu'il a refusé le travail. Il y avait quelque chose qui n'allait pas là, témoignerait plus tard Wolf. Personne ne construirait une pièce comme ça juste pour stocker des boissons. Le comportement contrôlant d'AGI ne se limitait pas à sa maison. Son ex-femme, Tanisha AGI, révélerait plus tard un schéma de comportement abusif et contrôlant. Elle a décrit des incidents de violence physique et des menaces de mort, y compris une tentative de l'attacher avec un fil de téléphone. Bien qu'elle ait réussi à s'échapper du mariage, elle n'a jamais réussi à lui faire signer les papiers du divorce. Alors que les enquêteurs creusaient plus profondément, ils ont découvert qu'AGI avait été enquêté pour des crimes sexuels en 2014 et à nouveau en 2018. Aucune de ces enquêtes n'avait abouti à des accusations à l'époque, un détail qui entrait plus tard les enquêteurs de l'affaire Mackenzie Lueck. L'obsession d'AGI avec le feu, mise en évidence dans son troublant roman « Forge Identity », n'était pas qu'une fixation littéraire. Le 17 juin, quelques heures seulement après la disparition de Mackenzie, les voisins ont été témoins de quelque chose qui semblait initialement juste étrange, mais qui se révélerait bientôt horrible. L'odeur était quelque chose que je n'avais jamais senti auparavant, a rapporté une voisine à la police. C'était une odeur si intense, si troublante, qu'elle est arrivée jusqu'à ma fenêtre. J'ai d'abord pensé que c'était ma caravane, mais quand je suis sorti vérifier, j'ai réalisé que ça venait de sa cour. La fumée s'élevait de la cour d'AGI, où il avait improvisé un feu de camp en utilisant un bidon rouge d'essence, le même que les caméras de sécurité l'avaient filmé en train d'acheter dans une station-service à 9 h ce matin-là. Lorsqu'il a été questionné par les voisins sur le feu illégal, il y avait des restrictions de pollution dans la région, AGI a fait preuve d'un calme troublant. Il a affirmé qu'il brûlait simplement de vieux vêtements et quelques déchets de jardin. Une voisine, dérangée par l'odeur inhabituelle, a menacé d'appeler les pompiers. Le feu a été éteint, mais les dégâts étaient déjà faits. L'exécution du mandat de perquisition à la résidence d'AGI a révélé une scène qui a choqué même les enquêteurs expérimentés. Dans la cour, près de l'emplacement du feu, ils ont découvert une zone de terre récemment perturbée. Les fouilles ont révélé des preuves troublantes, un os humain, du tissu musculaire carbonisé et, plus horrible encore, un morceau de cuir chevelu avec des cheveux encore attachés. Le laboratoire médico-légal a travaillé d'urgence sur les analyses. L'ADN extrait des restes a confirmé la pire crainte des enquêteurs, ils appartenaient à Mackenzie Lueck. Mais ce n'était qu'une partie de l'histoire macabre. Les enquêteurs ont découvert qu'AGI avait tenté de détruire des preuves dans plusieurs endroits. Dans la rivière Jordan, près de sa maison, les effets personnels de Mackenzie ont été retrouvés, y compris sa carte d'étudiant de l'université de l'Utah et des vêtements portant des marques de brûlure. Cependant, la découverte la plus significative était encore à venir. L'analyse des relevés téléphoniques d'AGI a révélé qu'il avait fait un voyage suspect à Logan Canyon le 25 juin, éteignant à nouveau toutes ses caméras de sécurité pendant cette période. Logan Canyon, une zone reculée à 85 miles de Salt Lake City, était populaire auprès des randonneurs et des skieurs, mais ce jour-là, elle a servi à un objectif plus sinistre. Le 3 juillet, après une recherche méticuleuse dans la zone, les enquêteurs ont localisé une tombe peu profonde couverte de buissons.
Là se trouvait le corps de Mackenzie, partiellement brûlé, les mains attachées dans le dos avec des attaches en plastique. L'autopsie révélerait la brutalité de ces derniers moments, un traumatisme contondant à la tête avait été la cause du décès. L'endroit choisi par AGI pour cacher sa victime n'était pas aléatoire, situé dans une zone reculée du canyon, loin des sentiers populaires, il démontrait une préméditation et une connaissance calculée de la région. La tentative de cacher le corps là-bas n'a été découverte que grâce à la trace numérique laissée par son téléphone portable, une ironie pour quelqu'un qui travaillait dans la technologie. Avec le corps de Mackenzie retrouvé et AGI en garde à vue, l'enquête est entrée dans sa phase la plus révélatrice. Le puzzle macabre a commencé à prendre forme, exposant une vérité encore plus troublante que ce qu'on imaginait initialement. À travers l'avocat Neil Hamilton est venue la première confirmation, Mackenzie et AGI s'étaient rencontrés via un site appelé Seeking Arrangement, une plateforme qui connectait les Sugar Daddy ou Sugar Babies. Le site, qui se présentait comme un lieu pour des relations mutuellement bénéfiques, était devenu le terrain de chasse parfait pour AGI. Bien qu'il ait initialement nié connaître Mackenzie, les enquêteurs ont trouvé sur son téléphone non seulement des photos d'elle, mais un long historique de conversations entre eux depuis 2018. La préméditation du crime est devenue évidente dans les détails méticuleux. AGI avait stratégiquement éteint toutes les caméras de sa maison avant de sortir pour rencontrer Mackenzie, un détail significatif pour quelqu'un qui avait l'habitude d'enregistrer obsessionnellement tout sur sa propriété. Il avait acheté de l'essence à l'avance et choisi un lieu isolé pour la rencontre. Plus troublant encore, il avait préparé des outils pour le crime, y compris les attaches en plastique trouvées au poignet de Mackenzie. Alors que la nouvelle de l'arrestation d'AGI se répandait, d'autres victimes ont commencé à émerger avec des histoires effrayamment similaires. Une femme a rapporté une rencontre troublante en mars 2018, lorsqu'AGI l'avait invitée chez lui sous prétexte d'un dîner romantique. Ce qui avait commencé comme un rendez-vous décontracté s'est rapidement transformé en cauchemar lorsqu'il l'a violemment agressée, laissant des marques de morsures et d'autres blessures. À l'époque, elle n'avait pas porté plainte par peur, mais l'affaire Mackenzie lui a donné le courage de parler. Eve Kinner, propriétaire d'une agence de mannequins à Salt Lake City, s'est également manifestée. Elle a rapporté avoir rencontré AGI lors d'un événement de networking l'été précédent, où il avait tenté de s'inscrire dans son agence comme mannequin. Il y avait quelque chose chez lui qui m'effrayait, a révélé Kinner. Il semblait parfait en surface, intelligent, bien présenté, mais mon instinct me disait de le tenir éloigné de moi et de mes jeunes mannequins. Peut-être que le témoignage le plus impactant est venu de Tanisha AGI, son ex-femme. Elle a révélé un schéma de comportement contrôlant et violent qui avait commencé peu après leur mariage. Il m'a menacé de mort si je ne déménageais pas en Utah, a-t-elle rapporté. Une fois, il a essayé de m'attacher avec un fil de téléphone. J'ai dû sauter par la fenêtre pour m'échapper quand il a essayé de me poignarder. Les révélations ne se sont pas arrêtées là. Un entrepreneur nommé Brian Wolf a révélé qu'AGI avait tenté d'engager ses services pour construire une pièce secrète dans son sous-sol quelques mois avant le meurtre de Mackenzie. Les spécifications étaient troublantes, des murs insonorisés, une porte cachée avec serrure biométrique et des crochets métalliques dans les murs. Lorsque Wolf a questionné le but de la pièce, AGI a offert une explication peu convaincante concernant le fait de vouloir cacher des boissons alcoolisées d'une petite amie mormone. L'analyse médico-légale des appareils électroniques d'AGI a révélé un côté encore plus sombre. Au-delà d'un historique de harcèlement en ligne, les enquêteurs ont découvert des preuves d'autres crimes possibles qui étaient encore en cours d'investigation. L'homme qui se présentait comme un professionnel de la technologie réussie était, en réalité, un prédateur méticuleux qui avait passé des années à perfectionner sa capacité à attirer et à attaquer des femmes vulnérables. Le procureur de l'affaire résumerait plus tard, ce n'était pas un crime passionnel ou un rendez-vous qui a mal tourné. C'était un acte prémédité par quelqu'un qui avait développé un schéma de comportement prédateur au fil des années, attendant le bon moment pour faire monter sa violence au niveau le plus extrême. En octobre 2020, la salle d'audience de Salt Lake City était silencieuse lorsqu'Ayola AGI est entré, portant des lunettes noires et un masque bleu en raison de la pandémie. L'homme qui avait méticuleusement planifié le meurtre de Mackenzie Lueck semblait maintenant diminuer, répondant à voix basse aux questions du juge, nécessitant un interprète pour traduire de l'anglais au yoruba, sa langue maternelle. Pendant le procès, le procureur Simjil a présenté une réflexion troublante sur l'affaire. La plupart des homicides ont des motifs clairs, argent, vengeance, passion. Mais cette affaire était différente. AGI a tué Mackenzie simplement parce qu'il voulait expérimenter ce que c'était que de prendre une vie. Cette conclusion glaçante a été corroborée par les preuves de préméditation découvertes pendant l'enquête. Face à la possibilité de la peine de mort,
AGI a accepté un accord avec l'accusation. Il a plaidé coupable d'homicide aggravé au premier degré et de profanation de cadavres. En échange, les procureurs ont retiré les accusations d'enlèvement aggravé et d'entrave à la justice, retirant la peine capitale de la table. La sentence était claire, prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Lorsqu'il a eu l'opportunité de parler, AGI a offert des excuses à voix basse, disant qu'il savait que ces mots ne ramèneraient pas Mackenzie. La famille Lueck, présente dans la salle, est restée dans un silence digne face à ces paroles vides. Greg Lueck, le père de Mackenzie, s'est adressé au tribunal avec une déclaration émouvante: « Ma vie a changé pour toujours à cause de la décision égoïste et préméditée que vous avez prise le 17 juin 2019. Au lieu de planifier la fête de remise des diplômes de ma fille, j'ai planifié son mémorial. Cela me brise le cœur de savoir qu'elle est morte seule dans un endroit si effrayant. » L'affaire Mackenzie Lueck a déclenché une discussion nationale sur la sécurité dans les applications et sites de rencontres. Les experts en sécurité numérique ont commencé à mettre en garde contre les dangers spécifiques des plateformes qui promeuvent des relations basées sur l'argent, où les prédateurs peuvent profiter des jeunes en quête de soutien financier. L'Université de l'Utah, où Mackenzie n'était qu'à quelques mois de l'obtention de son diplôme, a établi une bourse d'études en sa mémoire. Le programme spécifique se concentrait sur le soutien aux étudiants intéressés par le travail de sensibilisation à la violence domestique et à la sécurité personnelle, des causes que Mackenzie avait défendues de son vivant. La maison d'AGI sur Fair Park Avenue, où les crimes ont été commis, est devenue un symbole sombre pour la communauté. Lorsqu'elle a été mise en vente pour 349 000 $, les voisins ont exprimé l'espoir que de nouveaux propriétaires pourraient apporter une énergie positive à l'endroit. « Il y a une marque noire dans votre esprit quand vous regardez la maison », a dit un voisin. « Quelque chose d'horrible s'est passé ici. » Les amis de Mackenzie de la sororité Alpha Chi Omega ont créé une fondation en son honneur, se concentrant sur l'éducation des jeunes femmes à la sécurité dans les rencontres en ligne. « Nous n'avons pas pu dire au revoir à notre amie », a dit une des sœurs de la sororité. « Mais nous pouvons nous assurer que son héritage aide à protéger d'autres personnes. » Diana Lueck, la mère de Mackenzie, a travaillé sans relâche pour maintenir vivante la mémoire de sa fille. En partenariat avec des organisations de sécurité en ligne, elle participe à des conférences dans les universités, partageant l'histoire de Mackenzie comme un avertissement sur les dangers qui peuvent se cacher derrière des profils apparemment respectables sur Internet. Si cette histoire vous a touché, laissez votre commentaire ci-dessous et abonnez-vous pour plus de contenus qui peuvent aider à sauver des vies. Partagez avec ceux qui vous sont chers, on ne sait jamais qui a besoin d'entendre cet avertissement. À la prochaine vidéo.